bonsoir à tous. Soyez les bienvenus au Rendez-vous, votre magazine culture et société. Le Corbusier savait la rendre radieuse, mais son image l'est rarement dans les médias. De Marseille au 9-3, des tas de choses se passent en banlieue, notamment des films. Ce soir, rencontre avec Ange Basterga, acteur et réalisateur de Caïd, une sorte de projet Blair Witch des cités. Avec lui, nous parlerons d'autoproduction, l'ambition de la liberté artistique. Enfin, banlieue source d'inspiration, littérature, musique ou cinéma. On en parlera avec Xavier Affre. Ange Basterga, bonsoir, soyez le bienvenu. Bonsoir, merci sur de me le recevoir. plateau du Rendez-vous, c'est un honneur. Alors Ange, acteur, réalisateur, auteur de 2 courts-métrages, Terre et Premier jour, vous avez co-réalisé Voilà, votre co-réalisé avec Nicolas Lopez. Voilà. premier long métrage. C'est Félicitations. ça. Merci. Caïd avec Nicolas. Alors c'est un pari risqué, culotté, qui est couronné de succès puisque vous avez déjà raflé plusieurs prix alors qu'il n'est même pas encore sorti en salle. C'est ça. Ouais. J'ai envie qu'on revienne sur votre parcours et également sur l'ambition de ce film. Alors dans Caïd, vous interprétez le rôle d'un journaliste. C'est ça. Qui a décidé de suivre le quotidien d'un chef de gang. Ça se passe en banlieue marseillaise. Est-ce qu'on peut dire de Caïd que c'est une sorte de projet Blair Witch des cités? C'est ça. Bah, écoutez, je crois que c'était La Provence qui avait titré ça après le visionnage quand on avait eu le prix du meilleur long métrage au Festival de Cognac. Mais je crois que c'est la meilleure carte de visite qu'on puisse nous faire. Ouais, exactement. Parce que comme on est dans le fan footage au niveau de la narration et de la trame du film, c'est vrai que c'est parfaitement ça. Le projet Blair Witch du trafic ça vous plaît. Ouais, carrément. Alors c'est un assemblage de plans séquences. C'est ça. En bref, tourné avec des caméras embarquées. Voilà, donc en fait c'est un faux documentaire. Donc le point de vue, c'était ce journaliste qui, comme vous l'avez dit, négocie un reportage avec ce trafiquant en vision réelle, et on mettait des GoPro embarqués sur le journaliste, sur sur les guetteurs, les trafiquants, etc. Ce qui donne cet effet d'immersion. Et comme on a 90% de jeunes issus des quartiers nord de Marseille et pour qui c'était leur première fois face à la caméra, on a un effet réaliste et véridique qui fait que on s'y croirait presque. Voilà. Le plus simple, c'est de regarder la bande-annonce. Ouais. Tony? Ouais, c'est moi. Ouais. Ange. Enchanté, bien quoi. Bon alors comme convenu, on va te suivre 7 jours sur 7, 24 sur 24, et tu vas nous montrer tout ton business, comment ça marche. Amos, comme je t'avais dit, tu as vu l'équipe de tournage que je t'ai dit qu'ils vont venir, ils sont venus finalement. Tu as vu là-bas. Comment t'es devenu le patron d'ici? J'ai commencé par être un guetteur. C'est pas tout le monde aussi qui aimerait être à ma place, c'est pas facile, tu vois ce que je veux dire. Tous les jours, je risque ma peau, tu vois. Mais ce que vous faites là, ça nous aide pas, quoi. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous fassiez un reportage sur la globalité des jeunes. Tu sais, c'est pourquoi tu rappes? Parce que c'est mon seul moyen de sortie de cette vie là. Sors ta carte d'identité. Non, je sors pas ma carte. Recule, toi. Oh putain, attends, Éteins ta caméra de suite, maintenant. Accélère. Les gars. Nico, tu veux me filmer là, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, frérot. Ça, depuis ton reportage de merde, là, tu me fais le Tupac, là. Oh, comment tu me parles, trou du cul? Tu as pété les plans quoi? Ouais, moi, j'en ai qu'à arrêter le tournage, ça me pose pas de problème. Non, les gars, on continue ce tournage. Regarde qui je t'ai ramené. Lui, il sait tout sur Hakim, là où il se gare, là où il C'est lui, traîne. tu m'as dit, il habite dans son quartier, c'est Ouais, toi? c'est lui. il habite dans son quartier. Ça va aller, aide-moi le soulever. Allonge-le, putain, il est en mousse. Appelle-moi ce pompier. Et arrête de me filmer. Arrête de me filmer. C'est très déstabilisant. On est un peu perdu, on a le sentiment qu'on est à mi-chemin entre le film documentaire et presque du voyeurisme, parce que rien n'est masqué, on a le sentiment que tout est authentique. C'était quoi l'intention de réalisation de ce film? Le but, c'était de faire quelque chose de différent que ce qui a été fait sur les autres films qui traitent de la banlieue. Et c'est vrai que le point de vue du fan footage nous permettait de faire quelque chose d'innovant qui n'avait jamais été exploité et d'essayer de sortir du lot, quoi. Voilà.
En tout cas, on peut considérer que c'est réussi. Vous en avez brièvement parlé. Pour y parvenir, un casting atypique. Aucun des jeunes qu'on a vus dans cette bande-annonce et dans l'intégralité du film n'est comédien professionnel. 70 jeunes de banlieue qui sont embarqués dans un projet cinématographique. Mais comment vous les avez convaincus ? Bah écoutez, beaucoup d'énergie, ça s'est super bien passé, j'ai eu aucun problème sur le tournage avec Nico, que de la bienveillance, et puis moi je leur ai dit, écoutez les gars, j'ai pas de sous, par contre je pense que voilà, j'ai une bonne idée, et accompagnez-moi, on va faire un truc de dingue. Eux, ils se sont dit, bah voilà, ça va être les vacances, initiation au cinéma, et on est arrivé jusque là, donc c'est cool, quoi. Et puis c'est valorisant pour eux, parce que vous l'avez dit, ils sont pas comédiens professionnels, mais ils ont tous des comédiens professionnels. Vraiment. Ils ont été super, ils sont brillants, ils sont géniaux, quoi. Voilà. Alors, il y a l'envie, mais est-ce que c'est facile de les diriger malgré tout ? Franchement, ça a été très facile parce qu'ils sont très vifs, très viscérales et ils assimilent très rapidement les enjeux d'un objectif de séquence. Et déjà, faire un long métrage en 4 jours, c'est pratiquement impossible. Et donc, il fallait que ça aille vite, il fallait que ça soit rapide et il fallait que ça soit juste. Parce que, c'est compliqué. C'est ça. et c'est vrai que j'ai fait très peu de séquences avec beaucoup de prises. Je crois que le plus de prises qu'on a dû tourner, c'est les séquences de bagarre. Bizarrement, les séquences les plus compliquées à mettre en scène, c'était là où il fallait faire de la cascade, de la technique. Ça demandait une technique de cascade cinématographique. Ça, c'était les scènes les plus compliquées, mais après, dans le jeu, c'est vrai que c'était fluide, quoi. C'était fort, quoi. Ils vous ont impressionné ? Ouais, franchement, la vérité, j'ai eu des moments ce qu'on peut dire, de magie de cinéma, les moments de la grâce de cinéma où on se dit, voilà, on a un timing qui est ultra serré, la séquence, elle est ultra compliquée. Au final, je leur demande énormément avec Nico, mais c'est pas des comédiens professionnels, donc ils y arriveront pas. Et les mecs, on leur dit, voilà, c'est dur, il y a ça à faire ça. On se dit, ça va être nul. Et là, ils vous font un truc, c'est incroyable. Génial. C'est ça. Vous l'avez dit, histoire de corser le projet, le film a été tourné en un temps record. 4 jours pour un long métrage. Pourquoi des délais si serrés ? En fait, moi, grosso modo, ça fait 10 ans que j'essaie de faire mon premier long métrage. Et ça fait 10 ans que personne ne veut me financer, machin, avec mes thématiques, mais non, film comédie. Je sais pas écrire des comédies. Voilà, chacun son truc. Moi, c'est le polar. Voilà, c'est là où je me sens bien, c'est là où je pense que j'ai des choses à dire. Et avec Nico, j'ai trouvé le seul fou qui pouvait être aussi fou que moi pour me dire, viens, on fait notre long métrage. Personne veut nous financer et on fonce et on verra. Et si ça marche, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque à part que ça marche, voilà, qu'est-ce qu'on risque? Donc voilà, après c'est vrai que maintenant aujourd'hui on est dans des problématiques compliquées parce que on est sur le nerf de la guerre de la distribution. Donc là voilà, c'est plus pareil. Même si on a eu des prix, etc. Il y a, comment dire, on nous toque à la porte, les gars, vous avez pas fait ça, vous avez pas fait ci, pas fait ça dans les règles. Mais on ne pouvait pas faire ce film dans les règles. Donc aujourd'hui, on se frotte au nerf de la guerre de la distribution, mais c'est pas grave, c'est un autre challenge. On va en parler justement. Tout est culotté dans le projet. Vous avez fait le choix de l'indépendance, vous l'avez dit. Vous avez autoproduit, mais sur fonds propres. C'est ça, sur fonds propres. Pourquoi une telle prise de risque quand même? Nous, on aime tellement le cinéma avec Nico que... On a fait des courts-métrages, des machins, des trucs. Vous avez confiance. C'est cool, mais on nous a pas fait confiance. Donc on s'est dit, voilà, prouvons-leur qu'ils peuvent nous faire confiance sur notre deuxième film. Voilà, après, voilà, on a fait le choix de l'autoprod, l'indépendance, mais la vérité, le deuxième film, on se fait vieux, on commence à avoir des cheveux blancs. Faut qu'on soit produit, quoi. Alors je récapitule, 70 000 € de budget, donc en fonds propres. Ouais, alors 70, c'est ce qu'on a mis. Après, c'est ça. Enfin voilà. Donc un temps record pour tourner ce film, une équipe réduite, des acteurs amateurs, bref, ça. Cocktail détonnant. Il n'y a rien qui vous fait peur. Vous avez vraiment confiance en ce projet? Franchement, ce qui me ferait peur, c'est... Non, franchement, on va pas à la mine. On fait pas des missions humanitaires, on fait que du cinéma. Après, voilà, on prend des risques. Mais non, je me dis que... Non, rien me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est d'avoir faim demain, d'avoir le frigo vide. Voilà, ça me fait peur. Que demain, il arrive malheur au mien, mais... Je veux dire, on fait un beau métier, même si c'est dur, on fait un super métier. Il nous arrive que des belles choses, même si après on va nous dire, voilà, c'est dur, la distrib, mais on va trouver. Mais vous avez eu raison.
puisque votre prise de risque est aujourd'hui récompensée. Alors à l'unanimité, prix du meilleur long métrage du festival du Polar de Cognac, Voilà. le prix du public à l'occasion du festival du film politique de Porto de Porto Vecchio, Vecchio. Ouais. le prix du jury du festival international du film indépendant de Saint-Mitre. Petite parenthèse, votre film est arrivé devant Carbone, le film d'Olivier Marchal, avec au casting Benoît Magimel et Laura Smet. Non, mais c'est bien qu'on en parle parce que c'est cool. Non, mais je veux dire, c'est cool, c'est valorisant, mais en aucun cas, je me mets. Enfin voilà, moi, Marchal, je suis très admiratif de sa carrière. Pour moi, il a relancé le polar en France à un moment où le polar, ça ne voulait plus forcément dire quelque chose. Et bon, c'est vrai que nous, de gagner, ça nous a. Enfin voilà. Vous y attendiez ? Non, c'est Marchal. En plus, je le connais, donc voilà, je me dis, c'est Olive qui va gagner, et c'est normal. Et puis son film, il est super. Et voilà, c'est un super artiste. Hein, voilà. Donc ça, c'est bien qu'on en parle, parce que je voulais pas qu'il y ait de connotation. Ça y est, non, voilà, Olive, il a une super carrière. Il faut être fier. Ah non, on est très fiers. Cette reconnaissance. On est très fiers. Après, c'est cool, c'est génial. Et puis ça nous a fait un coup de projo énorme au moment où on en avait le plus besoin pour le film, quoi. Cela dit, la reconnaissance professionnelle avec des prix, c'est bien, mais ça ne garantit pas l'assurance de trouver des distributeurs. Vous l'avez dit, c'est compliqué. Ouais. C'est le prix de l'indépendance. Est-ce que c'est le format qui complique la diffusion en salle, peut-être ? En fait, on va être honnête, ce qui complique, c'est la thématique. Si vous regardez bien, historiquement, il y a très peu de films qui se font sur les quartiers. Et tout simplement parce que je pense que c'est un public qui ne veut pas dans les salles. Donc maintenant, alors, à moins qu'il y ait demain un super district qui vient, qui se réveille, qui me dit voilà, venez, etc. Ce sera avec grand plaisir. Mais je pense que là, on va se concentrer pour une plateforme. Je pense que c'est un film de plateforme. C'est un film, on est en 2018. Voilà, comme vous l'avez dit, c'est une réalisation nouvelle, innovante. Et il faut qu'on soit dans notre esprit 2018 sur un autre support de distribution et se dire que voilà, c'est pas pour le cinéma, celui-là, ce sera plutôt pour la plateforme et ça sera peut-être plus simple et peut-être plus facile que ce soit vu. Salle Paris, 6 voilà. millions de vues rien que pour la bande-annonce. Voilà. Ouais, on a 6 millions de vues sur la bande-annonce. Le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la culture urbaine marche énormément. Si vous regardez dans la musique, c'est les rappeurs qui gagnent le mieux leur vie, qui vendent le plus de... Maître Gims, il a vendu 600 000 albums avec son dernier... Enfin, voilà, les Sofiane, les Lacrim, etc. C'est ce qui marche le plus. Et aujourd'hui, dans le milieu du cinéma et de la télé, il y a encore ce frein, machin, alors que si demain, on propose des produits... type Caïd ou autre, hein, parce qu'il n'y a pas que moi. Hein. Mais je pense qu'il y a un public pour tout ça et ça ne sera pas forcément aussi qu'un public urbain, parce que nous, ce qu'on s'est rendu compte lors de tous nos festivals, à Cognac, à Porto Vecchio, à Bastia, à Ajaccio, on n'avait pas un public urbain, hein. On avait un public plutôt troisième âge, plutôt Télérama, etc. Et c'est en aucun cas reproche. J'adore Télérama, ils m'ont fait une super critique pour premier jour, donc on les salue. Je règle aucun, tout va bien avec Télérama. Mais voilà, non, c'était pour vous montrer que c'était pas le quartier qui était dans la salle, etc. Et on s'est rendu compte que le film touchait ces gens-là et que ça les intéressait. Ils se disaient oh voilà, on découvre un univers qu'on ne voit que d'habitude que par des reportages un peu racoleurs qu'on ne citera pas par contre. Alors le prochain défi sera là. La banlieue, c'est plus qu'un décor, c'est le point de départ. C'est un lieu d'inspiration artistique, alors pour la littérature, la musique ou encore le cinéma. Vous n'allez pas dire le contraire. Voilà. Je vous propose d'en parler avec Xavier Affre. C'est le moment de la rencontre. Suivez-moi. Très bien. Mon cher Xavier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être au rendez-vous. Alors, on va faire les présentations. Xavier Affre, professeur d'histoire, mais également chroniqueur culture, spécialiste du cinéma. On va parler banlieue, hein, celle qui fait le buzz, hein, malgré elle. Alors, quand on la menace de passer au Karcher, ah ben oui. Ça, c'est sûr. Quand elle fait l'objet de projets d'études sociologiques aussi, hein, on aime bien la regarder à la loupe, la banlieue. Alors, elle va s'habiller de tags hein, sur ses murs. C'est aussi le berceau du rap, vous l'avez dit. Et maintenant, de décors de films. La banlieue, elle n'a pas souvent une image positive. On a l'impression qu'elle fait office de catalyseur, mon cher Xavier. Elle excite l'imaginaire pour le meilleur et pour le pire. Et vous avez fait une sélection
de films. Du pire au meilleur. Voilà, on va commencer par ce que vous n'aimez pas forcément. Très subjectif. Non, en fait, je voulais rebondir en disant que la banlieue, on en parle beaucoup quand même. Oui. Je crois que c'est probablement le type de quartier où il y a eu le plus de plans, de plans politiques, mais on ne fait jamais rien. Parce qu'en fait, les plans sont des plans, mais ça n'aboutit à pas grand-chose. Bon, c'est ça qui est terrible. Ah oui, mais elle fait parler d'elle. Mais c'est l'adage. Voilà, c'est ça, on parle beaucoup, mais en fait... Mais on fait rien. Mais on fait rien. Donc, je voulais commencer par Dipan, qui n'est pas à proprement parler peut-être un film sur la banlieue, mais la banlieue est quand même le décor du film. Donc vous connaissez de Jacques Oui, Audiard, bien sûr. voilà. Bon, Palme d'Or, alors on en discutait tout à l'heure en off, on se disait que c'est un peu dommage que Jacques Audiard ait la Palme d'Or pour celui-là, parce que non seulement c'est pas mon préféré, mais je l'aime pas du tout. Donc, bon, ben voilà, ça c'est fait, c'est réglé, n'en parlons plus. En rebondissant aussi sur ce que disait Ange tout à l'heure, que je trouvais ça très intéressant, c'est une question de sincérité et de point de vue. Ce qui me plaît pas dans Dipan, par exemple, c'est le point de vue. Alors, je pense que beaucoup de gens l'ont vu maintenant, donc tant pis, je dirai un peu la fin, parce que c'est ça qui me pose problème. C'est par exemple cette vie, donc on rappelle, c'est une famille, enfin, ce qui est en apparence, une famille qui vient du Sri Lanka et qui arrive dans une cité un petit peu difficile, donc qui a cette vie, donc la difficulté d'intégration, plus le quartier. On disait tout à l'heure, on la voit sous un mauvais jour. C'est quand même le cas. Je crois qu'il n'y a pas trop de contrepoids positif dans le film d'Audiard. Et ce qui me pose problème, ce qui m'a beaucoup gêné dans le film, c'est que par exemple, alors il en rajoute beaucoup, il en fait beaucoup avec du talent, parce qu'il a du talent évidemment, loin de moi l'idée de juger la caméra et la façon de filmer d'Audiard. Mais surtout la fin où par exemple le personnage réussit à partir en Angleterre, et alors là tout est rose. Et donc en Angleterre, tout va bien. Il y a juste eu des attentats en Angleterre, on sait qu'il y a des problèmes d'intégration énormes. Et le film faisait une espèce de dichotomie comme ça, en France, c'est la catastrophe, alors qu'il y a des choses extraordinaires qui sortent des banlieues. Je veux dire, le film d'Ange et les comédiens dont il a parlé, ça le montre quand même. Et alors qu'en Angleterre, tout allait bien. Et ça, je trouve que faire un film en 2000, alors je ne me rappelle plus la date, 2015 ou 2016, je trouve ça un peu léger, quoi. Voilà. Après, la difficulté, je pense aussi, c'est que Jacques Audiard, il a fait des films tellement énormes que... Ça, c'est sûr. Après, peut-être que si ça n'aurait pas été Jacques Audiard, peut-être que... Enfin, je sais pas. Mais c'est peut-être que c'est ce côté pas sincère. Je dis pas que c'est pas sincère, mais trop cliché. Je sais pas si c'est cliché, mais il y a un petit côté. J'en mets un peu plein la vue. Je surfe un peu sur la vague de films où la banlieue, etc. Vincent Rottier qui est dedans est exceptionnel. Il est très très bon. Les comédiens sont bons, mais il y a quelque chose que je trouve dérangeant, mais pas dans le bon sens du terme. Alors que voilà. Alors Dipan pour dépeindre la banlieue, on oublie. On va poursuivre avec Divine. Bon, mais très vite, parce que je voulais quand même mettre un film féminin. C'était un film qui a été une révélation quand même, de Houda Benyaminia. Alors là aussi, j'ai été énormément gêné. Non, j'ai été gêné encore une fois, mais encore une fois, une question de point de vue. C'est-à-dire que l'histoire, alors ce qu'on voit, les problèmes, la banlieue, on le voit très bien, encore une fois. Mais j'avais trouvé ça un peu artificiel finalement. C'est très bien filmé, c'est très bien joué, il faut dire ce qu'il y a. Il y a notamment l'actrice principale, dont j'ai oublié le nom, mais qui a une tchatch assez exceptionnelle dans le film. Voilà. Mais là aussi, encore une fois, j'en venais même à dire que c'était un peu douteux sur le fond. Je comprends très bien. C'est que j'ai l'impression que des fois, on veut tellement dénoncer qu'on tombe dans le piège et qu'en fait, on se vautre dans ce qu'on veut dénoncer. Le capitalisme, etc. Enfin, il y a des trucs, moi, qui me gênaient profondément dans le film, qui avait eu la caméra dehors quand même à Cannes. Bon, après, voilà. Mais vous aimez toujours pas. Alors, on va essayer d'équilibrer. Pas parce que c'est un film féminin. Oui, ça n'a rien à voir. Voilà, je désamorce parce que vous savez qu'après... Voilà. Alors on va poursuivre avec 2 autres films, cette fois, que vous aimez bien. Heureusement, il y en a. Le premier, c'est L'Esquive. Donc il y a beaucoup de films. Non, L'Esquive, donc, c'est un classique. Maintenant, Abdelatif Kechiche, qui lui aussi, régulièrement, pour d'autres situations, s'en prend pas mal dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on l'accuse de beaucoup de choses. Même il a eu la Palme d'Or avec La vie d'Adèle, mais on l'accuse de pas mal de choses. Et celui-là, je trouve, qui date de 2003, était vraiment intéressant. Ça se passait dans la banlieue parisienne. J'aimais bien ce personnage, la Crimo, Abdelkrim, ce gamin qui a 15 ans dans le film. Ce personnage où on le voit, il a envie de plein de choses, il rêve, comme beaucoup de jeunes, finalement. Parce qu'on a l'impression que jeunes de banlieue ne peuvent pas rêver, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc il rêve de partir en voilier avec ses parents. Il rencontre... Alors il s'ennuie dans ce quartier. Il est là, il traîne avec des copains, puis il rencontre Sarah Forestier, qui est une vraie pipelette dans le film. C'est une révélation. C'était la révélation du film, d'ailleurs.
Et il tombe amoureux d'elle. Mais le film était vraiment juste, pour le coup, c'est ça qui est intéressant. Alors peut-être qu'il est imparfait, je sais même pas. Mais ce que je trouvais assez exceptionnel, c'est qu'il y avait la justesse de ton. On voyait les problèmes, il y a une arrestation dans le film de mémoire, une arrestation avec des policiers, etc. Mais globalement, tout en éludant pas ce qu'est la banlieue, il montrait des jeunes qui aussi essaient de s'en sortir. Il y avait cette espèce de dialogue de Marivaux dans le film, où il monte une pièce de théâtre. Voilà, des jeunes qui ont envie. Vous m'avez donné envie de regarder la bande-annonce. Ah oui, oui. Allez, c'est parti. Vas-y. Je voudrais bien pouvoir baiser ces petits mots-là et l'écrire sur ma bouche avec la tienne. Sur votre bouche avec la mienne. Ouais, bah c'est pareil. Quoi, c'est pareil, c'est pas pareil. L'auteur, il marque sur votre bouche avec la mienne et on n'est pas là pour changer le texte, mon frère. Mais qu'est-ce que t'as? Tu me Quoi? C'est bien? Ouais, ça va, tranquille. Mais t'as pas dit des trucs mystiques ou quoi, là? Franchement, le seul truc qui m'a dit, t'as eu, c'était mignonne. Après, non, là, après, j'ai des skis, voilà, c'est tout. Ça cache quelque chose. Ah oui. Ça y est? Bon. Ah. Allez, à toi. Comment donc, ma chère Amélie, élixir de mon cœur, avez-vous entrepris la fin de ma vie? Non, mon cher, la durée m'en est trop précieuse. Ah, ces paroles me fortifient. Amuse-toi! Je sais plus comment te le dire. Il y a du plaisir à faire ça. Sors de toi, change de langage, change de manière de parler, change de manière de bouger. Amuse-toi! Il a jamais lu un livre de sa vie, il va faire du théâtre, lui. Et alors? Là, tu dis ça, on dirait il a tué quelqu'un. Donc ça, on aime. Alors pourquoi d'après vous avez vu ce qu'elle dit, il n'a jamais lu le livre, il va faire du théâtre. C'est ça qui est terrible, entendre de la bouche. Mais oui, c'est beau, mais c'est contre ça qu'elle est un petit peu cliché. C'est-à-dire que les pièces de théâtre, n'importe qui peut la monter avec un peu de... Bah oui, guidée et encadrée, il n'y a aucun souci. Pourquoi, selon vous, la banlieue est un sujet qui fascine les réalisateurs? C'est compliqué. Hein. Parce que c'est le nouveau terrain de... Comment dire c'est les nouveaux terrains qui ont été construits, bâtis pendant les années 60. Et c'est vrai qu'au début, c'était, on va dire, les nouveaux cadres qui les intégraient. Très rapidement, ils sont partis. On a mis les premières vagues d'immigration qui sont sorties des bidonvilles. Et puis, forcément, on les a laissés. Et c'est là que beaucoup de problèmes se sont faits. Et c'est vrai que cinématographiquement, c'est une source d'inspiration, c'est une source aussi d'énergie, de bonheur, de chaleur. Et forcément, l'inconnu fascine parce que maintenant, les gens ne se parlent plus. C'est des mondes... enfin, je veux dire, le monde, comment dire, du centre-ville ne parle pas à la banlieue. Les gens ne se parlent plus. C'est un peu la fragmentation sociale. C'est la fragmentation de la société. C'est ça. Et forcément, donc il y a une espèce il y a un côté de fantasmatique aussi qui peut se faire. Mais après, c'est un monde. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème. Enfin, je touche du bois. Hein, mais non, je dis ça parce que. Comment dire? Il faut savoir parler aux gens et les gens de banlieue sont comme nous, sont comme vous, sont comme moi. Et avec Nico, pourquoi nous ça a marché sur Caïd? C'est parce qu'on s'est adressé à eux comme je m'adresse à vous et je leur ai donné autant de respect que je vous donne à vous. Et c'est ça qu'il faut. Faut que les gens se parlent et je pense que ça enlèvera beaucoup de problèmes. La référence, c'est pas forcément la haine sur la banlieue. Ça, c'est sûr. D'accord. Et en plus, parce que si on en vient très rapidement au deuxième film. Bah allons-y. Voilà, wesh wesh, qu'est-ce qui se passe? Parce que là aussi, le titre fait peur. Mais oui, mais c'est. Non, il est amusant, je trouve. Non, mais c'est un Rabat Amer Zaïtesh qui est un réalisateur, ou Zaïmesh plutôt, parce que je ne peux pas écorcher les noms. C'est un réalisateur assez exceptionnel, ça aussi, qui a émergé avec ce film-là, notamment. Wesh wesh, qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire de Kamel qui a fait de la prison, qui revient dans son quartier, puis qui voit un petit peu cette fragmentation sociale dont parlait Ange tout à l'heure. Voilà, et il essaye. Et le film, encore une fois, est sincère. Il n'y a pas d'angélisme non plus, mais il n'y a pas non plus de sordide. Oui. C'est filmé tel quel, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a des personnages en couleur. Je me rappelle d'un personnage de junkie dans le film qui ne sait pas où il en est, etc. Il y a une mère aussi qui est complètement perdue. Bon, ouais, ce qui est bien, c'est de voir aussi cet aspect-là. C'est-à-dire que c'était filmé presque comme un reportage, mais ça n'avait pas le côté reportage télé désagréable. Dans Caïd, la façon dont c'est tourné, vous montrez vraiment les ficelles du trafic de drogue. Est-ce que vous vous êtes posé une sorte de cas de conscience? Est-ce que vous n'êtes pas dit on va faire l'apologie d'un trafic de drogue?
Non, franchement, honnêtement, je pense pas, parce que de toute façon, le trafic, il est là, il n'a pas besoin de moi pour... Vous les rendez sympathiques. Non, il n'a pas besoin de moi pour prospérer. Après, comment dire, c'est vraiment de la narration. Et moi, ce qui est marrant, c'est qu'il y a certains spectateurs de quartier qui m'ont dit « Mais t'as pas peur d'avoir révélé ?» J'ai dit « Mais j'ai rien révélé au final. » Ah oui, de toute façon, Parce que demain, vous regardez Zone Interdite, mince, je les ai cités, Fallait pas pardon. le dire, ça vous me brûlait les regardez les lèvres. reportages sur ces milieux-là, enfin voilà, c'est exactement... Enfin voilà, j'ai pas inventé l'eau chaude. Donc non, après... comment dire, dans Caïd, on n'enjolive pas, parce que voilà, le message de fin, je veux pas spoiler le film, mais ça montre que voilà, si demain tu joues avec le feu, comme dans n'importe quel milieu, tu vis par les armes, tu finis par les armes, donc il faut faire vraiment attention. Et très vite à citer qu'il y a eu un film cette année, hein, Le Monde est à toi de Romain Gavras, qui filmait aussi la banlieue, et ça. là aussi, donc on peut faire des films de qualité, et on n'est pas obligé de tomber ni dans l'angélisme, ni dans le sordide. C'est comme quand on filme d'autres quartiers, hein, c'est pareil. Mais restons optimistes. Ah oui, il faut. Oui. Merci à tous les deux d'être Merci à venus vous. au rendez-vous. On rappelle avec nous Ange Basterga, l'acteur, auteur, réalisateur de Caïd, et Xavier Affre, notre chroniqueur cinéma. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous le savez, 20h10 sur VSTL ou en replay sur Internet, puisque le rendez-vous, c'est où vous voulez et quand vous voulez. Excellente soirée à tous. Ciao. Non, je pourrais te solliciter. Jamais de